house, chill in the basement and watch old DVDs, play Nintendo 64. Bonjour, nous sommes le lundi 3 novembre 2025. Bienvenue pour notre tour d'horizon quotidien des actus de la formation pro, de l'apprentissage, des compétences et de l'inclusion en France. Bonjour. On a épluché pas mal de sources, sites officiels, presse, annonces, notre veille interne aussi, pour vous livrer l'essentiel. L'essentiel est ce qui compte pour les acteurs sur le terrain. Exactement. Et on attaque direct avec une nouvelle assez parlante de LinkedIn sur l'IA et nos données. Ça va faire jaser. Allez, on plonge dedans. Oui, et c'est nécessaire de suivre tout ça parce que, franchement, le secteur bouge énormément. Entre les lois, la techno qui galope, l'IA, justement, et puis cette pression pour plus d'inclusion. Ça redessine tout le paysage, ouais. Absolument. Pour tout le monde, entreprises, organismes, et même pour les parcours individuels. Alors, commençons par le cadre, le nerf de la guerre, le légal et le financier. Il y a un décret important qui est tombé ce matin. Notre veille l'a repéré via le Monitor. Ah oui ? Sur quoi ? Ça touche aux aides pour les employeurs d'apprentis. L'aide unique et l'aide exceptionnelle. Les modalités de versement sont revues. D'accord. Et qu'est-ce qui change concrètement ? Le gros changement, c'est l'arrivée d'un calcul au prorata temporis. Ah, d'accord. C'est-à-dire ? Jusqu'à maintenant, c'était souvent un forfait annuel, pour simplifier. Là, si un contrat fait moins d'1 an, ou s'il est cassé avant la fin de l'année, l'aide sera calculée sur le nombre de jours réels. Je vois. Logique d'une certaine manière. On imagine pourquoi ils font ça, maîtrise budgétaire peut-être. Oui, très probablement une double raison. D'abord, maîtriser les coûts, parce que les dépenses pour l'apprentissage ont quand même bien grimpé. C'est sûr. Et puis, sans doute aussi une idée d'être plus juste, de coller vraiment à la durée effective du contrat. Moins de jours, moins d'aide. Logique. Mais pour les organismes de formation, les CFA, ça implique quoi en pratique ? Ça veut dire plus de paperasse, enfin, plus de vigilance sur le suivi administratif. Surtout quand un contrat s'arrête. Faut être hyper précis sur les dates, j'imagine. Exactement, pour que les calculs soient bons. Et ça peut aussi jouer sur la trésorerie des structures, notamment celles qui ont beaucoup de contrats courts ou un taux de rupture un peu élevé. C'est un truc à intégrer dans leur modèle, quoi. D'accord. Et est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement plus large de réorganisation, peut-être ? C'est pas impossible. Justement, notre veille a aussi repéré que le gouvernement travaille sur un nouvel acte de décentralisation. Et de déconcentration. Ah oui. Ouais, il y a une circulaire du Premier ministre qui date du 31 octobre. Il demande au préfet de faire remonter des idées d'ici le 15 novembre. Pour clarifier qui fait quoi entre l'État et les collectivités, c'est ça ? Voilà, c'est l'idée affichée. Et renforcer le rôle du préfet au passage. Et la formation pro pourrait être dans l'eau des compétences redistribuées. Ah, potentiellement, oui. Que ce soit la formation elle-même, l'orientation, peut-être même le financement. La répartition État, régions, autres pourrait bouger. Donc oui, c'est un dossier à suivre de très très près. D'accord, on reste sur le financement. Autre date clé qui commence aujourd'hui, 3 novembre. C'est l'ouverture de la campagne d'habilitation pour toucher le solde de la taxe d'apprentissage via Soltea. Ah oui, Soltea. Moment hyper important pour le budget de beaucoup d'organismes et d'écoles. C'est la part de la taxe que les entreprises choisissent elles-mêmes à qui la donner. C'est ça. Et qui doit faire la démarche là, sur Soltea ? Alors, d'abord, ceux qui étaient déjà habilités en 2025. Eux, ils doivent absolument vérifier et mettre à jour leurs infos. C'est pas automatique. D'accord, faut revalider. Exactement. Et puis c'est aussi ouvert aux nouveaux, ceux qui veulent être habilités pour la première fois en 2026. Et ils ont jusqu'à quand ? La date limite, c'est le 16 janvier 2026. Franchement, faut pas rater le coche, parce que c'est une source de financement qui peut être vraiment significative. Message passé. Bon, on quitte un peu le cadre strict pour regarder les opportunités, la valorisation des compétences. Et là, il y a une bonne nouvelle côté apprentissage. Le concours du meilleur apprenti de France, peut-être ? Exactement. Le MAF 2026. Les candidatures sont ouvertes. C'est toujours la Société nationale des meilleurs ouvriers de France qui organise, donc c'est du sérieux. Oui, c'est une belle reconnaissance. Ça vise qui exactement ce concours ? Les jeunes de moins de 21 ans qui sont en formation initiale. CAP, BEP, Bac Pro. Et il y a un choix de métiers énorme, plus de 120. Bâtiment, coiffure, mécanique, pâtisserie, enfin, la liste est longue. Impressionnant. Et ça attire du monde ? Ah oui, plus de 5500 candidats chaque année, c'est pas rien. Et pour un jeune, qu'est-ce qu'il y gagne au fond, à part la médaille ? Déjà, c'est une super expérience. Se tester, voir où on en est, se dépasser un peu.
indéniable. Ça peut vraiment ouvrir des portes. D'accord. Les candidatures, c'est jusqu'au 31 janvier 2026. Et petit détail, les chambres de métiers de l'artisanat peuvent aider les jeunes à préparer leur dossier. Donc, message aux formateurs, aux CFA. Motivez vos apprentis. C'est super important, oui, de valoriser ces filières manuelles, techniques, et ce concours, c'est une excellente façon de le faire. Et d'ailleurs, ça montre aussi que, même si on parle beaucoup budget, des aides, Oui. le secteur de l'apprentissage, lui, il continue de recruter. Il y a des besoins. T'as des exemples concrets? Oui, notre veille nous dit que le CFA du bâtiment en PACA, par exemple, vient de publier des offres aujourd'hui même. Il cherche un apprenti maçon à Seyon-Source d'Argence, à côté de Brignoles, Ah oui. et sur leur site, ils parlent aussi de besoins en plomberie, en peinture. Donc oui, ça bouge sur le terrain, il y a des postes. Et ce CFA bâtiment PACA, c'est un gros acteur, hein? Ah oui, c'est le premier réseau régional pour les métiers du BTP en PACA. Ils ont 6 centres, plus de 40 formations du CAP au Bac+2 et ils forment plus de 5200 personnes par an. Donc oui, ça pèse lourd et ça reflète bien les besoins. D'accord. Autre grand sujet incontournable en ce moment, c'est l'inclusion, le handicap. Surtout qu'on approche de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la CEP. Oui, la CEP, c'est du 17 au 23 novembre cette année. Un moment clé pour sensibiliser, mais aussi pour montrer des actions concrètes. Et on voit les acteurs habituels se mobiliser. Tout à fait. Le FIP-HFP pour le public, l'AGIFIP pour le privé et l'association l'ADAPT. Ils organisent ensemble pas mal de choses, notamment des webinaires. Des webinaires thématiques, c'est ça? Oui, un par jour du mardi 18 au vendredi 21 novembre. C'est à midi, de 12h à 13h, en direct sur YouTube et LinkedIn. Et les thèmes abordés? Alors mardi, c'est l'accessibilité universelle. Numérique, communication, bâti, tout ça. Mercredi, un focus sur le handicap psychique au travail. Jeudi, comment on crée des équipes, des collectifs de travail vraiment inclusifs. Et vendredi, on parle parcours pro, formation, orientation, reconversion et aussi la compensation du handicap. Programme chargé et pertinent. Carrément. Et au-delà de ces webinaires qui sont importants pour informer, il y a aussi le duo D, non? C'est toujours un temps fort de la CEPH. Ah oui, le duo day, Oui, c'est le jeudi 20 novembre. Le principe est simple et efficace. Une personne handicapée forme un duo avec un professionnel pendant une journée. Pour découvrir un métier, une entreprise, une administration, c'est une immersion. Exactement. Et ça marche bien, cette formule. Ça change vraiment le regard des employeurs, ça casse les préjugés, et parfois ça débouche sur des stages, voire des emplois. Les chiffres de l'an dernier étaient bons, je crois. Oui, très bon. Plus de 31 000 duos. Presque 15 000 employeurs qui ont joué le jeu. C'est devenu un vrai levier pour l'insertion. Super initiative. Mais si on sort des événements ponctuels, pour une personne en situation de handicap qui pense à se former, à changer de voie, comment elle s'y prend? J'ai vu que le site Mon Parcours Handicap avait une section là-dessus. Formation, reconversion, pourquoi pas vous? Oui, et c'est une bonne ressource. La première étape qu'il suggère, c'est la réflexion perso. C'est poser les bonnes questions, quoi. Voilà. Pourquoi je veux changer? C'est quoi mes vraies envies? Quelles compétences j'ai déjà, même hors boulot? Quel type d'environnement me conviendrait? Quel statut? Quelle responsabilité? Faut creuser un peu. Et une fois qu'on a débroussaillé ça, vers qui on se tourne pour être aidé? Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. Le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, c'est gratuit et pour tous les actifs. C'est bien pour faire le point. D'accord. Pour ceux qui ont une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agences Cap Emploi sont spécialisées. Ils connaissent bien le lien emploi-formation-handicap. Et puis, il y a des structures plus spécifiques, comme les ESP ou ESRP pour la préorientation ou la réadaptation. Et si le projet de formation se dessine, comment ça se passe pour adapter la formation à handicap? La compensation, tout ça? Le principe, c'est le droit à la compensation. L'organisme de formation doit adapter son offre. Il est obligé? Oui, et pour l'aider, il peut faire appel à l'AGFIP s'il est dans le privé ou au FIFPF pour le public. L'AGFIP a un dispositif qui s'appelle Ressources Handicap Formation, les RHF. RHF, c'est quoi? Ce sont des experts en région qui aident l'organisme de formation. Ils analysent les besoins précis de la personne et ils trouvent des solutions. Aménagement pédagogique, matériel adapté, aide humaine, organisation différente. C'est un soutien technique pour l'organisme, en fait. Exactement, pour que l'accès à la formation soit réel. Et côté financement, le CPF, le compte personnel de formation, il y a un coup de pouce? Oui, et c'est important de le savoir.
Un salarié lambda, c'est 500 € par an sur le CPF, plafonné à 5 000 €. Pour un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc quelqu'un avec une RQTH par exemple, il y a un bonus de 300 €. Ah oui, Donc ça fait 800 € par an et le plafond total monte à 8 000 €. C'est quand même une aide supplémentaire non négligeable pour financer une formation. clairement. Pour rester sur l'offre de formation, une nouveauté repérée aujourd'hui, la Croix-Rouge Compétences, en PACA, lance une formation maître d'apprentissage, mais en 100% distanciel. Ah ça c'est intéressant, parce que former les tuteurs, c'est clé, mais trouver le temps, C'est souvent le problème, oui. Là, c'est 14 heures sur 4 demi-journées, avec du synchrone, de l'asynchrone. C'est beaucoup plus souple. oui, ça permet de se former sans bloquer des journées entières. Les sessions commencent aujourd'hui jusqu'au 2 décembre. C'est une option à regarder pour les entreprises, d'autant que ça peut être financé par les OPECO. Bonne info. Allez, dernier grand thème qu'on voulait aborder, la technologie et surtout l'IA dans la formation. Et là, on revient à notre point de départ, LinkedIn. À partir d'aujourd'hui, 3 novembre, donc, ils vont utiliser par défaut nos données publiques. Les profils, les posts, les commentaires, tout ça. C'est ça. Pour entraîner leurs IA, attention, ils précisent bien que ça ne concerne pas les messages privés. Ouf. Et le but affiché par LinkedIn, c'est quoi? Officiellement, c'est pour améliorer leur service. Rendre les recommandations plus pertinentes, développer des outils d'aide à la rédaction avec l'IA, mieux ciblés pour la recherche de talents. Bon, les arguments habituels. Mais ça pose question sur l'utilisation de nos données pro quand même. On peut dire non, il faut aller fouiller dans les paramètres de confidentialité de son compte LinkedIn ou utiliser un formulaire spécifique qu'il propose. D'accord. Donc, le conseil, c'est allez vérifier vos paramètres. Absolument. Si vous ne voulez pas que vos posts servent de nourriture à leurs algos, faut le dire explicitement. Ça concerne l'UE, le Royaume-Uni, les USA et la Suisse. Vérifier ces paramètres LinkedIn, c'est un peu le nouveau geste barrière numérique, quoi. Bien vu. Et ce cas LinkedIn, finalement, il montre bien comment l'IA s'infiltre partout, dans nos outils pro et aussi pédagogiques. D'ailleurs, l'actu IA est bouillante en ce moment. Ah oui. Il y a un sommet AI and Science qui s'ouvre à Copenhague aujourd'hui. En France, une journée sur IA et patrimoine. L'écosystème français bouge beaucoup. Des forums, des financements annoncés, de nouvelles formations. L'IA arrive même dans les médias. France Info, par exemple, va utiliser des sous-titres générés par IA dès le 5 novembre. Ça se généralise vite. Et pour la formation spécifiquement, on voit quoi comme innovation basée sur l'IA? Il y a des outils qui commencent à pointer le bout de leur nez. J'ai vu passer Human, par exemple. Ça promet de transformer un PowerPoint ou un PDF en module e-learning interactif grâce à l'IA. Ça pourrait simplifier la vie des concepteurs. Potentiellement intéressant, oui. Production de contenu. Leur but, créer du digital learning plus personnalisé, plus engageant. L'IA devient une sorte d'assistant pour l'ingénieur péda ou le formateur. Fascinant. Et un peu vertigineux aussi, tout ça. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Si on devait synthétiser les points clés du jour. Alors, je retiens. L'ajustement de l'aide d'apprentissage au prorata temporis, un détail qui compte. L'ouverture de la campagne Soltea, aujourd'hui, cruciale pour la taxe d'apprentissage. Le lancement du concours Meilleur apprenti de France 2026, une belle vitrine. Oui, La nouvelle politique IA de LinkedIn et surtout la possibilité de refuser. Les préparatifs pour la CPH qui s'intensifient avec les webinaires et le duodé. très important. L'arrivée de cette formation maître d'apprentissage 100% en ligne, plus flexible, et puis la confirmation de l'importance de tous les dispositifs d'accompagnement et de compensation pour les personnes handicapées dans leur parcours de formation. Merci pour cette synthèse très claire. En fait, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est cette espèce de tension, presque un paradoxe. D'un côté, on a cette accélération de l'automatisation, de l'usage des données par l'IA, comme avec LinkedIn. C'est une lame de fond technologique. C'est clair. Et de l'autre côté, on a un besoin de plus en plus fort d'inclusion, d'accessibilité, de prise en compte de l'humain. L'ACFPEH, tous les dispositifs d'accompagnement, ça le montre bien. Deux tendances fortes, mais qui vont pas forcément dans le même sens. Voilà, c'est ça la question. Et c'est le défi pour les années qui viennent. Comment les acteurs de la formation, des compétences, vont réussir à naviguer entre ces deux courants? Comment on utilise la puissance de l'IA pour personnaliser, pour rendre l'apprentissage plus efficace, mais sans laisser personne sur le côté? Oui, comment on évite de creuser les inégalités? Exactement. Comment on garantit l'équité? Comment on s'assure que l'IA ne reproduit pas des biens ou qu'elle n'exclut pas ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique ou qui ont des besoins spécifiques liés au handicap? Concilier la puissance de l'IA et l'exigence d'inclusion. Voilà le vrai enjeu. Ça va demander pas mal de réflexion et d'innovation.
Une réflexion essentielle pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage stimulant. Avec plaisir. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse. At the house, chill in the basement and watch old DVDs.